Allez, Sanction immédiate, la première interview économique 100% interactive puisque nous sommes en direct et sur Internet. Ça vous donne la faculté tout simplement de pouvoir participer, d'être partie prenante de cet entretien. Je vous demanderai dans quelques minutes si vous êtes convaincu ou pas par les propos qui sont tenus par notre invité, votre invité, Bertrand Cochrane. Bonjour. Bonjour David. Économiste, diplômé du MIT et puis président de BC Consulting. Bien sûr, je souhaite vous faire réagir, avoir votre grille de lecture sur les annonces de Manuel Valls de cette semaine, notamment pour soutenir l'embauche dans les PME. Le Premier ministre qui est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévisible, qui a froissé son aile gauche, ses frondeurs. Même le patronat a applaudi, il faut le reconnaître, c'est assez rare pour le souligner. Et parce que vous-même, vous aviez appelé de vos propres voeux des mesures de soutien aux TPE. Rien à redire? Tout à fait. Rien à redire. Même NKM qui était là hier disait ça va globalement dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et ce qu'a proposé Macron et Valls va dans le bon sens. Je reste sur ma position que pour redémarrer l'emploi en France, il faut complètement supprimer toute charge sociale et tout imbroglio. Mais comment vous financez le modèle social s'il n'y a plus de charge sociale? Comment vous financez les dépenses de santé? La maladie? On y reviendra. Sur les petites entreprises de moins de 20 salariés. Ah, sur les petites entreprises de moins de 20 salariés. Parce que, grosso modo, moi, le constat que je fais, c'est que... Et zéro charge sur tous les emplois, parce que la CGPE ne va pas, le patronat entre guillemets, des petites entreprises ne va pas aussi loin. Eux, ce qu'ils préconisent, c'est un système de zéro charge sur la première embauche. Moi, je vais plus loin, quoi, parce qu'on a 10 millions de chômeurs en France, hein, si on accumule toutes les catégories de l'INSEE. Pour relancer l'économie, il faut effectivement repartir du bas, parce que la France est devenue une friche industrielle. Il y a quelques années, j'appelais la France la friche. En comparaison à l'Afrique, il n'y a plus d'industrie, il y a une désindustrialisation massive. Donc, si on veut relancer l'emploi de façon sérieuse, il faut effectivement commencer par alléger, voire supprimer les charges sociales et la complexité chez les artisans, chez les TPE et les PME. Alors, quelle est la mesure que vous retenez qui est pour vous la plus impactante dans les 18 qui ont été proposées, annoncées par le Premier ministre? C'est les mesures de simplification, déjà pour les TPE-PME sur l'embauche. Ensuite, je pense que la mesure impactante sur les licenciements, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi, parce que, grosso modo... Sur les embauches, pardon, vous pensez à quoi? Je reviens sur les embauches. La mesure la plus impactante, vous pensez à quoi? Les 4 000 € offerts pour... Ça ne changera rien, hein, voilà, quoi, Donc vous ne retenez rien? Non, parce que 4 000 €, c'est un petit peu la prime pour passer le permis de conduire, quoi. Une seule mesure qui trouve grâce à vos yeux? Il n'y en a pas? Il y a un projet d'allègement de charges sociales. Il faut voir ce qui va en être in fine, une fois qu'effectivement Emmanuel Valls en aura discuté avec son aile gauche et voir ce qu'il en est, quoi. C'est un effet d'annonce, hein. Après, pour mettre en place tout ça, ça prend du temps. On a perdu du temps. C'est dès le début de la crise qu'il aurait fallu réfléchir à ça. Pour éviter la disparition justement de tout un écosystème de TPE, de PME et d'artisans, hein. Vous allez dans les centres-villes en province, vous voyez, il y a plus, la plupart des magasins sont fermés. Il y a un excellent rapport de l'INSEE sur les inégalités territoriales où effectivement des centres-villes sont complètement désertifiés, quoi, parce que à partir du moment où il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de services, il n'y a plus rien, il n'y a plus de consommateurs, il y a une paupérisation de la population. Bon. Et sur la question du contrat de travail, pour vous, il a eu raison, Manuel Valls, de ne pas y toucher au CDI, ou est-ce qu'il aurait dit, ou c'est pas le sujet finalement, le contrat de travail? Pour l'instant, les seuls gens que je connais en CDI de façon massive, c'est les chômeurs, quoi. Donc c'est cynique, hein, je le sais. Mais aujourd'hui, touche au contrat de travail, pour moi, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel. L'essentiel, c'est donc sur les TPME, sur les TPE, sur les artisans, les commerçants, baisser massivement les charges pour eux, c'est ça? Oui, les gisements d'emploi sont là pour vous? C'est baisser les charges
charge sociale. Alors, et puis également... Mais il y a le CICE, il y a le pacte de responsabilité, qui selon vous ne sert à rien, mais en même temps c'est quand même 50 milliards d'euros, pardonnez-moi. Qui profite à la Poste en premier lieu, et ensuite aux 4 banques, BNP Paribas, Société Générale. C'est elles qui touchent en premier lieu le CICE. Après, c'est les ETI. Le temps que ça cascade à l'artisan boulanger de Bormes-les-Mimosas. Il y a à la fois une technicité administrative qui fait que ça ne cascade pas jusque-là, et bon, on voit qui en profite. C'est pas tellement, c'est une mesure gadget pour moi. Et quand le gouvernement de Manuel Valls dit qu'il soutient la création d'entreprises via des aides, pour vous, ça ne pèse pas lourd face à toutes les taxes, les cotisations, l'URSSAF, le RSI, pour les boîtes qui se lancent et qui n'ont pas de chiffre d'affaires? Non, parce que grosso modo, quand vous lancez, mis à part, moi je suis créateur d'entreprise, mais j'ai la malchance d'être dans la vieille économie, c'est-à-dire pas dans l'économie d'idées tech. Quand vous voulez embaucher quelqu'un, immédiatement, avant même d'avoir fait le premier centime de chiffre d'affaires, vous avez les URSSAF, le RSI, le RSA, vous avez il y a 6000 types soit d'aides, soit de documents à remplir pour pouvoir faire fonctionner une boutique. Puisqu'on parlait de l'ancienne économie, vous, la nouvelle économie, l'Uber économie, l'économie de partage, pour vous, ça ne créera pas d'emploi. Vous avez écrit récemment un papier là-dessus, très intéressant, que je vous renvoie donc au blog du Point. Ça serait une illusion de croire que cette Uber économie, de l'économie, va créer de l'emploi. Et pour vous, c'est que ça mène carrément à l'implosion de notre système de protection sociale. Tout à fait, oui, parce que ça ne crée pas d'emploi, parce que le chauffeur qui fait qui fait le taxi, celui qui loue son appartement, c'est des revenus complémentaires. Pourquoi c'est le problème? C'est pas des revenus complémentaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi et qui travaillent pas tout le temps. Et quand je parle d'ubérisation de l'économie, c'est la low-costisation d'une manière générale de l'économie. À partir du moment où on n'est pas créateur de valeur intrinsèque, on ne crée pas d'emploi, on ne crée pas de richesse. Et si on ne crée pas de richesse, on a des problèmes pour la croissance et donc pour l'emploi. L'ubérisation de l'économie en fait partie. C'est-à-dire que c'est pas en permettant d'avoir des revenus substantiels à des individus en conduisant des taxis qu'on va relancer l'économie française. Bon, allez, on prend un petit peu maintenant de hauteur. On s'éloigne de la France, on parle du reste du monde et la Banque mondiale, aujourd'hui, ce matin, qui abaisse ses prévisions de croissance économique, notamment aux États-Unis, pour une estimation de 2,7% pour cette année, pour 2015. Alors vous vous inscrivez en faux. Pour vous, cette reprise américaine, elle est illusoire, elle est chimérique. Alors certes, c'est vrai, je n'en disconviens pas au premier trimestre, la croissance américaine a patiné, mais il y a quand même 280 000, c'est beaucoup, création de postes au mois de mai. Oui, pourquoi vous êtes aussi noir sur l'économie américaine? Oui, parce que vous écoutez, la reprise fantôme, elle est partout. Il n'y a pas de reprise en Chine, il n'y a pas de reprise en France, il n'y a pas de reprise en Amérique. Pour moi, la reprise en Amérique, dès mes premiers papiers, c'était une farce, quoi, parce que pour relancer l'économie, il faut, comme je vous le dis, réindustrialiser un pays, et c'est pas parce qu'on a une création de 280 000 emplois, ou alors une façon de calculer son PIB un peu bizarroïde. Pourquoi en intégrant par exemple les brevets à l'intérieur du calcul du PIB, en calculant également sur la partie des emplois, non pas les emplois pérennes, c'est-à-dire les emplois qui durent plus de 72 mois, ça représente. Mais ce sont les statistiques officielles en même temps, on ne peut pas contester les statistiques officielles, elles ne sont pas trafiquées ni manipulées. Ah non, elles ne sont pas manipulées, mais quand vous avez une personne qui travaille 24 heures dans la journée ou 3 heures dans la journée, elle sort des statistiques officielles. On a une enquête ADP qui est superbe aux États-Unis qui nous donne à peu près les mêmes chiffres qu'en France lorsqu'on a une pseudo-inversion de la courbe du chômage, et on se rend compte que finalement il y a un morcellement du travail, un morcellement un émiettement du temps de travail aux États-Unis, et cet émiettement existe en Angleterre, dans une moindre mesure en France, quoi. C'est en train d'apparaître justement avec l'ubérisation, c'est-à-dire qu'on est en train
de découper le temps de travail en plusieurs morceaux et d'avoir effectivement une majorité de gens qui ne travaillent pas 30, qui sont ce qu'on appellerait dans un CDI ou dans un emploi pérenne, quoi. Donc, bon. Autre sujet qui est lié, donc là pour le coup on vient en France, enfin au taux d'intérêt de manière plus générale, les taux d'emprunt en Europe et notamment en France ont grimpé depuis quelques semaines. On est passé de 0,3 en France, c'est les conditions de financement, c'est le taux auquel l'État français va s'endetter, va se financer sur les marchés. On est passé de 0,3 à 1,3%. Ça reste quand même à des niveaux très bas, il n'y a pas péril dans la demeure. Quand on vous lit là encore, si les taux d'intérêt montent à 3%, vous nous dites, la France se retrouve dans la situation de la Grèce, hein, vous l'avez écrit, on ne pourra pas payer les retraites. Vous y allez fort. Quand François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, on était à 2,5. Que je sache, on paye bien les retraites. Hein. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2012, et d'ailleurs on peut remonter un peu plus loin, hein, on peut remonter à 2007. Le stock de dette s'est accru. C'est le stock de dette qui s'est accru, et oui. le stock de chômeurs aussi, quoi. Parce que qui paye les retraites, ce sont les actifs. Et plus particulièrement les actifs du secteur privé. Or, ils sont en attrition. Il y en a de moins en moins. Donc, par définition, ces gens-là, à un moment donné, ne sont plus suffisamment nombreux pour pouvoir supporter la charge des retraites. Après, quand vous avez 41 de fièvre, je peux vous dire que quand vous en avez 43, vous mourrez, quoi. C'est pour votre histoire de passer de 1,5 à 3%. La CADES, qui est l'organisme de refinancement des systèmes sociaux en France, emprunte chaque jour. Mais il y aura un surcoût qu'on peut calculer. Si on passe de 1,5 à 3, on peut imaginer qu'il y aura 1 ou 2 milliards de plus par an. C'est la mer à boire, 1 ou 2 milliards de plus par an. Vu l'état dans lequel on est dans une situation d'impairment comme d'une entreprise, quoi. C'est-à-dire que ce que vous empruntez sert à rembourser la dette que vous avez contractée, quoi. Donc on a une espèce de cavalerie qui n'est pas soutenue par une perspective de croissance et une perspective de redémarrage, quoi. Comme en zone euro, il y a redémarrage. Tout le monde attend, même l'OCDE, tout le monde attend 1,5% de croissance. C'est pas fameux en zone euro, mais quand même, il y a quand même une légère accélération. Ça reste mou, mais quand même. Vous êtes sombre. Je suis un petit Vous allez peu, couper l'appétit de celles et ceux qui nous regardent. Non, je suis un peu sombre. Je pense que la zone euro est une chance. Hein. J'ai toujours dit, quoi. Mais il faut jouer ensemble. Il faut arrêter de jouer chacun pour soi et Dieu pour tous. Je pense qu'il n'y a pas eu de pédagogie finalement politique sur cette zone, hein, et sur l'importance de cette économie finalement qui est la plus riche du monde, 18 milliards. Qui est en meilleure santé, selon vous, que les États-Unis? Oui, je pense. Oui. C'est très contrariant quand même. Il y a moins de dettes déjà, il y a plus d'assets. Mais il y a une croissance potentielle qui est à 0, alors que leur croissance potentielle aux États-Unis elle est plus forte. Oui, on verra ça à la fin de l'année, on en discutera, quoi. Donc on est à 4,5 la dernière fois où je vous ai vu. Aujourd'hui on est à je ne sais pas combien, mais ça n'arrête pas de baisser, quoi. Donc, et puis il y a l'effet des effets gaz de schiste. Il y a aussi eu pas mal d'effets d'injection de liquidités de la Banque centrale pas dans l'économie réelle, mais dans l'économie financière, ce qui vient un petit peu doper. Qui biaise pour vous la réalité économique. Ouais. Êtes-vous pas convaincu par les propos qui sont tenus en direct par Bertrand Cochrane, économiste président de BC Consulting, esprit assez vif et surtout très contrariant, encore une fois. Quand on lit vos papiers, après on a envie de se pendre. Hein. En début d'année, tiens, vous disiez quoi sur le CAC 40 ? Vous disiez CAC 40 à 3500 points. Pour l'instant, on n'est pas une écreux. Vous me direz, on n'a fait que la moitié de l'année. Quel serait l'élément déclencheur? Ça serait justement les taux d'intérêt à 10 ans, oui. Le marché qui continuerait à progresser. Vous pensez que la BCE laisserait faire ça? Sûr. Oui, je pense que la BCE laisserait faire, quoi, parce qu'elle n'aura pas le choix. La BCE a une indépendance, mais pas une indépendance totale par rapport au marché, d'une manière générale. Quand on parle de finance internationale, moi j'ai rien contre la finance internationale. La finance internationale, c'est quoi? Ça existe, c'est 15 banques qui gèrent 99% des actifs sur le globe. Donc 4 chinoises qui sont entrées dans le magazine Forbes comme étant les 4 banques les plus importantes au monde. Et donc ces banques-là, cette finance, si on veut la stopper, et j'ai pas de jugement de valeur, hein, pour moi je ne suis pas François Hollande ou Nicolas Sarkozy sur la finance obscure, etc. Parce que moi je peux leur donner l'adresse des JP Morgan, des Citigroup, etc. Qu'est-ce que fait la finance? Elle gère de la dette. Il faut éliminer si vous éliminez la dette, vous éliminez la finance, quoi.
Et, Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si vous êtes un client premium du fonds Berkshire et Hathaway de Warren Buffett, hein, et que vous avez plusieurs milliards de disponibilité ou de liquidité, vous pouvez raisonnablement demander 10 à 15%, voire 20% d'effet de levier. Pour ça, il faut effectivement booster les marchés. Il faut prendre des risques. Donc il faut revoir, vous écoutez, donc il faut revoir le niveau de la dette globale sur la planète. Il y a trop de dettes parce qu'il y a trop d'intérêt peut-être trop bas pendant trop longtemps. Oui, parce que le taux d'intérêt trop bas sur la dette, ça ne couvre pas le risque, hein. Et donc ça met en péril toutes les sociétés de réassurance, notamment en Allemagne. Il y a une crise systémique qui est en train de se dessiner petit à petit sur l'immobilier et sur la Bundesbank, on en avait déjà parlé, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, on a beaucoup de propriétaires, mais ces propriétaires ont des salaires de moins en moins élevés, les retraités ont des retraites un petit peu comme chez nous, qui commencent déjà à être désynchronisées. C'est pas une mythologie ce que je raconte. Les retraites, chez nous, elles commencent déjà à être désynchronisées, c'est-à-dire qu'on les paye plus à la même période, il y a des délais de paiement, etc., etc. Et c'est pas le système informatique du gouvernement qui fait défaut, c'est véritablement le fait qu'il n'y a plus de cash, quoi. Alors, il y a un homme providentiel selon Bertrand Cochrane, mais c'est une femme providentielle, vous avez écrit un joli papier sur elle. Christine Lagarde, présidente en 2017, on sait pour qui vous voteriez si elle devait se présenter. Papier élogieux, encore une fois, dans Le Point. Elle ne compte pas y aller, elle l'a répété à maintes fois, mais c'est pas le sujet. Pour vous, elle a toutes les qualités pour le job, elle est persuasive, elle n'est pas dans la gesticulation, elle a su s'écarter, vous l'expliquez bien, du dogme libéral ambiant au FMI. Pour vous, c'est la candidate parfaite pour représenter la France en 2017, pour la relever? Ouais, pour moi, c'est la candidate parfaite parce que c'est quelqu'un de très opérationnel, hein. Elle l'était lorsqu'elle était dans son cabinet d'avocat Baker McKenzie, où elle a été élue dans un cabinet sans doute le plus machiste des États-Unis, présidente. Elle a une carrière en plus de négociatrice dans ce cabinet d'avocats qui l'a amenée là où elle est. Et je pense que Christine Lagarde a justement cette capacité d'aller voir, de par sa position FMI, nos créanciers, notamment les Chinois qui détiennent à 60% de notre dette, pour demander un tartinage à la grecque, quoi. C'est-à-dire dire. Pour la France, pour vous, il faut renégocier la dette de la Ah France. oui. Non, mais oui. c'est de l'économie fiction, un truc comme ça. Pour une Christine Lagarde, je pense que c'est possible. Elle a suffisamment d'effets de levier, suffisamment de crédit auprès des différents interlocuteurs. Crédit, effet de levier. Pour renégocier la dette, c'est bon, ça. Ouais. Tout à fait. C'est une blague d'initié, ça. Mais on lui a reproché de ne pas être assez politique à Christine Lagarde. Pour vous, c'était une chance? Ah, c'est une chance, hein. Il ne faut surtout pas faire de politique, hein. Grosso modo, en France, on a des politiques professionnelles, contrairement en Angleterre ou en Allemagne, où grosso modo, ou aux États-Unis, on fait son passage et on disparaît. Elle, c'est une femme d'action. On peut en penser ce qu'on veut. On l'a souvent critiquée, mais pour moi, j'ai vu ce qu'elle a fait à la tête du FMI. Elle l'a rendu plus éthique. Elle est capable d'intervenir très vite sur des dossiers grecs, en comprenant que la décision d'un Grexit n'a pas de sens, quoi, même s'il ne rembourse pas, quoi. C'est une décision politique, c'est un courage politique à avoir au niveau de la zone euro, de dire que la Grèce, quoi qu'il arrive, restera dans la zone euro. Après, elle n'a pas toujours eu le nez creux. Quand on a un petit peu de mémoire, d'ailleurs, il y a un bouquin qui a été écrit par un journaliste qui est venu nous voir la semaine dernière, c'est Michel Turin, Le bal des aveugles, surtout ces grands experts, DSK, Lagarde et autres, qui se sont trompés avec des projections, des prévisions un peu hasardeuses. Quand en septembre 2008, juste après la faillite de Lehman, elle nous dit « Je ne crains pas un effet très négatif de cette faillite, car l'exposition des banques françaises est faible. Quelques mois avant, il est largement excessif de conclure que nous sommes à la veille d'une grande crise économique. » Ça n'enlève rien à ses qualités, mais bon, voilà. Votre Wonder Woman, c'est pareil. Je pense que, contrairement à Nicolas Sarkozy, elle a eu le même sentiment qui était assez poussé par les États-Unis et par le président de l'époque, c'est de dire que c'était une crise cyclique et qu'on allait s'en sortir, quoi. Après, il y avait une confiance à rétablir sur les marchés, partout dans le monde, pour éviter effectivement un risque systémique immédiat. On a laissé tomber de façon hasardeuse la banque Lehman Brothers, alors qu'on aurait pu ne pas la laisser tomber. Il fallait bien faire payer quelqu'un. Fallait faire payer quelqu'un, cette histoire. Bon, en tout cas, on aura compris que Bertrand Cochrane vote pour Christine Lagarde si jamais elle devait se présenter. Pas le choix du cœur, c'est le choix de la raison, bien sûr. C'est le choix de la raison, oui, parce que moi j'ai envie de quelqu'un. Il n'y a vraiment pas d'étiquette politique. Il y a juste une compétence, un savoir-faire. Il y a juste compétence et diriger le FMI, c'est pas la portée de tout le monde. C'est quelqu'un qui a l'écoute de ses collaborateurs,
qui instruit ces dossiers. Elle peut faire des erreurs, mais elle a un sacré boulot à sa charge en gérant le FMI. Voilà, Bertrand Cochrane, économiste, diplômé du MIT, président de BC Consulting. Un internaute sur deux, 50%, ont été convaincus par vos dires et par vos idées. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.